Interaction, bonjour. Nous sommes vendredi, fin de semaine. Nous faisons le point sur une semaine qui a été assez active sur les marchés financiers. On va en parler. Vous assistez au comité de gestion de ce fonds Interaction, qui est un fonds dans lequel vous pouvez investir, bien sûr. Les codes apparaissent d'ailleurs en bas de l'écran. Et puis, vous pouvez poser des questions, bien entendu. Nous sommes là pour y répondre, soit en direct, sur ce qu'on appelle le player, soit en différé. Et puis, nous les traiterons le moment venu. Je suis avec notre gérante Agnès Delors. Bonjour. Bonjour Agnès. Et Paul Schwarrer, notre grand stratège. Bonjour. Nous commençons avec la rubrique Tendance. Alors une tendance, quand on baisse trop, on finit par monter. C'est le principe des marchés financiers. Une tendance, Agnès, franchement haussière. Haussière sur le CAC 40 qui gagne 6,1%, mais sur le DAX, il gagne un peu moins que ça. Sur le Dow Jones, il y a eu un petit soulagement déjà en début de semaine, puisqu'après les 8 jours de vacances chinoises, on n'a pas ouvert avec 25% de baisse. Non, on a un peu baissé. On a un peu baissé, mais c'était bon. Oui. On restait dans le domaine de l'épure. Et puis, bon, on était probablement un peu survendu pour qu'il y ait eu cette réaction aussi forte, quand même. 6% On de était hausse. aussi sur notre indice de volatilité, donc l'indice de la peur, sur des niveaux où le marché commençait à être survendu, comme vous dites, donc avec des retours sur des rachats à bon compte. Mais toujours, on reste sur une volatilité depuis ce début de l'année et même depuis l'été dernier très forte. Oui, depuis le fameux 24 août. Et ça va continuer, donc il faut juste savoir prendre du recul. Alors, on perd à certains moments. 8,5% sur l'indice, grosso modo, depuis le début de l'année sur le CAC 40, ce qui est beaucoup plus, par exemple, que sur le DAX qui est à moins 12. Alors, il est plus industriel, il est plus ceci, plus cela. Je ne sais pas pourquoi, mais... Le secteur industriel est plus important sur le DAX que nous, sur le secteur, cette semaine, on verra plus tard, mais c'est le secteur des semi-industriels, semi-cycliques, si vous voulez, donc c'est une partie de l'industrie qui a bien rebondi aussi cette semaine. Donc voilà, tout le secteur aéronautique notamment. Donc on va regarder les variations du CAC 40 sur la semaine. Alors ce n'est pas les variations elles-mêmes, c'est des contributions à la variation de l'indice. Donc c'est la première slide. En haut, un peu d'industrie, Schneider, oui. Total. Alors Total c'est l'annonce. Total, alors déjà, on se rend compte que dans le secteur industriel, Schneider quand même a annoncé des résultats qui n'étaient pas bons du tout. Oui. Donc, et du coup, le marché, comme c'est des valeurs qui ont bien souffert l'année dernière, donc... oui, le pire était tellement anticipé que finalement le moins pire est plutôt une bonne nouvelle. Exactement. Total a été porté notamment, on retrouve une stabilité sur les cours du baril actuellement, porté par l'Iran à l'initiative lancée par la Russie et l'Arabie Saoudite. Sur un gel de leur niveau de production en 2016. Mais tout ça, je pense que c'est encore à déterminer. Dans les hausses, c'est plutôt des retours, à l'exception quand même notable de Vinci et de LVMH, qui sont des très belles performances depuis le début de l'année, l'une comme l'autre. Oui, et puis on verra aussi le retour des financières également. Et puis, dans les baisses, c'est plus de l'ajustement. Il y a très peu de baisses. Il y a très peu de baisses. Cette semaine, des baisses de plus de 6%, il n'y en a pas sur le CAC 40. On aura l'occasion de parler de celles qui sont... Oui, on a eu la publication quand même d'Air Liquide, voilà. Donc, qui a été une déception. Air Liquide, c'est un peu décevant. Et puis, c'est le focus sur leur croissance externe et leur ambition de leader mondial qui fait toujours peur au marché. Exactement, mais on se rend compte qu'actuellement, toutes les valeurs qui se payent bien et qui dégagent quand même des marges au-delà de 18-20% sont pénalisées actuellement parce qu'on s'attendait mieux. Le consensus s'attendait un peu mieux et comme c'est en ligne et comme on ne voyait pas de révision à la baisse sur ces secteurs-là, donc on les pénalise. Alors, Paul, cette semaine, on a eu des nouvelles qui montrent que le cycle est effectivement, quand même, il y a eu cette baisse au début de l'année, un peu de crainte sur la croissance. On a eu les minutes, comme on dit, les comptes rendus des débats et de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne. Inflation négative en France en janvier, inflation négative en Allemagne en janvier, quatrième trimestre japonais en diminution de croissance, mais on ne va pas dire récession. On s'adapte ainsi qui se resserre du côté monétaire. Je dirais surtout que la nouveauté, c'est qu'on avait des signaux qui étaient plutôt favorables du côté de l'activité économique réelle, et que là, pour une fois, on voit une petite baisse de régime, et ça, c'est quelque chose sur lequel on reviendra en termes d'analyse du cycle et de nos indicateurs. Mais je crois que la donnée importante, c'est que tout le monde prend conscience du fait qu'il s'est passé quelque chose. Alors, ce qui me paraît important, c'est de revenir sur ce dont on doit
restait le plus inquiet. La baisse s'est faite sur l'idée qu'il y avait de la déflation et que la déflation l'emportait. Oui, quand même 1% de baisse des prix en France en janvier, 0,7 en Allemagne, c'est beaucoup, même si le pétrole explique beaucoup. C'est effectivement le vrai sujet qui fait peur partout et qui avait justifié qu'on descende très bas. L'ajustement sur l'activité, il est réel. L'OCDE en a parlé, on est encore à 3%. Bon, c'est vraiment un élément important. Maintenant, est-ce que la peur de la déflation reste, repart, revient? Et finalement, cette semaine, la peur de la déflation a reculé. Et les marchés ont remonté. Est-ce qu'on n'attend pas un peu trop des prochaines réunions des banques centrales, notamment celle du fameux 9 mars, où M. Draghi, le patron de la BCE, nous a un peu dit « vous allez voir ce que vous allez voir ». Ce qu'on sait, c'est que les banques centrales vont tout faire pour qu'il y ait la liquidité suffisante, pour que le risque déflationniste n'apparaisse pas, en tout cas, être causé par eux. Voilà. Donc ça, c'est déjà une certitude. Ensuite, ce qui est ressorti des minutes de la Fed, c'est qu'il y a une bonne prise de conscience par les membres de la Fed et que la remontée des taux qui était de 4 à 5 fois, fois 0,25, si on peut voilà, dire. 4 fois 0,25, ça fait 1 point à 1,25, et finalement c'est reporté sine die. Voilà. Alors on est passé dans une logique où il n'y en aurait plus du tout, peut-être un discours qui est, il va y en avoir oui, les marchés vont dans toujours l'année. très vite, c'est-à-dire les anticipations, les forwards, comme ils disent, Voilà. sur les marchés sont peut-être un peu trop optimistes, mais Voilà. bon, voilà. Je pense que la donnée essentielle sur la semaine, c'est que finalement, on est passé d'un sentiment où il n'y aurait plus de hausse de taux aux États-Unis à un sentiment où il n'est pas nécessaire qu'il n'y en ait plus. Il n'est pas nécessaire qu'il n'y en ait plus, mais il n'est pas nécessaire qu'il y en ait non plus. Voilà. Alors, dernier point, 14% de hausse du baril cette semaine. Donc, il y a eu la fameuse réunion de Doha. Les producteurs essayent de gérer un petit peu l'offre. La question, c'est quelle est la cause de cet effondrement du prix du baril? Est-ce que c'est finalement une volonté politique ou est-ce que c'est une problématique économique? Moi, j'ai tendance à penser, et on a, nous, tendance à penser qu'il y a une dimension géopolitique qui est majeure et qui reste la donnée la plus importante. Alors, en dessous de 35 $ le baril, on a le sentiment qu'on n'a pas résolu cet aspect-là. Mais on y est. Vous dites en dessous, on est justement. C'est là où on est. L'idée pour que l'équilibre se retrouve, c'est au niveau de 40 $ le baril. Et aujourd'hui, c'est plus une réorganisation du marché noir du pétrole, enfin, marché noir de l'or noir, oui. en zone chiite, qui est nécessaire. Et pour l'instant, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Ce qui est quand même intéressant, c'est de voir que concomitamment au fait que l'Iran soit revenu, qu'il ait dit qu'il était prêt à ce qu'on facture son pétrole, qu'on lui paye son pétrole en euros, on a eu beaucoup d'attaques sur les banques européennes. Il y a là aussi de la géopolitique. On va venir, c'est de la géopolitique économique. Il y a quand même quelque chose qui m'a surpris, c'est que cette semaine, on a eu une journée de baisse du baril et de hausse de Wall Street quand même. Donc on commence à s'habituer à ça. Oui, mais on n'a pas enfoncé des niveaux plus bas, c'est surtout ça. Donc on a une marge de manœuvre actuellement. Donc on a vu que le point bas est même pour nous en dessous de 26,50 $. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on verrait un repli du marché aux alentours de 3600. Là, maintenant, le baril navigue entre 28, 27 et 34 $ pour l'instant. Donc avec un objectif peut-être, comme on disait, aux alentours de 38 à moyen terme. Alors Paul, un petit point macro. Vous nous avez apporté un graphe sur les taux, puisque oui, effectivement, on n'arrête pas de parler des hausses des taux. En fait, et vous voulez relativiser ça un peu. Le pétrole, c'est un aspect géopolitique ou c'est un indicateur de déflation. L'autre élément de la déflation, c'est le niveau des taux. Et donc, ce qui me paraît intéressant, c'est de revenir sur le taux de 5 ans qui permet le financement de l'économie et des entreprises, et de regarder ce qui s'est passé sur très longue période. Donc là, on revient à 1988, donc on est vraiment assez loin. En rouge, c'est les États-Unis. En bleu, c'est l'Union européenne, la France et l'Allemagne. En orange, c'est la Chine, et en jaune, c'est le Japon. On voit très clairement, si on regarde la partie à droite du graphe, qu'aujourd'hui, les taux sont orientés à la baisse. Alors qu'on parle de krach obligataire et de risque de remontée des taux. Donc, alors, juste une chose, ce sont les entreprises, ça c'est les taux à 5 ans, ce sont des entreprises solides. Ce qu'il y a eu dans les derniers mois, c'est le haut rendement, comme on l'appelle, qui s'est tendu. C'est en fait les indices des
risque souverain, Oui, au-dessus duquel on rajoute un spread qui rémunère le risque de alors, défaut. sur les grandes entreprises, c'est assez agréable. Sur les petites, c'est monté jusqu'à 10% aux États-Unis. Mais on pourra revenir sur ce point-là justement. Là, ce qui me paraît important, c'est de regarder qu'aujourd'hui, finalement, on n'a pas de hausse des taux. Mmh. Et d'autre part, quand on parle du crack obligataire, ce qui fait très peur, c'est la référence à 1994 avec une remontée très violente aux États-Unis on la voit que sur le j'ai graphique. identifiée. On la voit sur le graphique. Et j'ai essayé de voir qu'est-ce que serait ce mouvement finalement à chaque fois qu'on a une hausse des taux. Et on voit qu'on n'est vraiment pas dans la même épure. Non. Donc on est vraiment dans une problématique qui est de se dire est-ce que justement ces taux peuvent remonter? Donc voilà, c'est ça la question. C'est plus ça. Alors justement, vous avez un focus là. Je voulais regarder ce qui s'est passé plus précisément parce que justement c'est la partie risque spécifique. Et aujourd'hui, on est dans une situation où en Europe, on est rentré depuis le 31 décembre, depuis le 1er janvier, dans ce qu'on a appelé l'union bancaire, c'est-à-dire une unité de règlement des problèmes des bilans des banques. Il n'y a plus qu'une seule autorité qui fait foi. Et il y a eu une petite situation qui est passée au départ assez inaperçue au Portugal. Donc on va regarder le graphique. Et j'ai apporté un graphique qui permet de voir qu'il y a eu une réaction très violente des investisseurs sur le cas portugais, avec une remontée des taux très violente. On le voit, il n'y en a qu'un qui remonte. De toute façon, c'est vite vu. Voilà. Donc, et derrière ça, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de symboles. C'est-à-dire qu'en fait, au Portugal, il y avait la banque Espírito Santo qui était en grande difficulté, avec une bad bank. C'est gentiment dit, oui, sur de très grandes difficultés. Et une Novo Banco qui est censée être la banque de demain. Et au 31 décembre, il y a eu transfert de 5 obligations de la bonne banque à la mauvaise banque. Et donc les créanciers seniors de ces 5 obligations, à peu près 2 milliards d'euros, se retrouvaient donc dans la situation de perdre leur statut de créancier senior d'une bonne banque pour passer à la bad bank. Et le 17 février, le jugement a été rendu pour dire que ce n'était pas un accident de crédit. Donc les CDS, les outils qui servent à garantir... L'assurance ne paye pas. L'assurance ne paye pas. Donc globalement, les opérateurs ont été très très mécontents de cette manipulation qu'ils n'ont pas acceptée et ils ont voulu le signifier au marché. Et c'est ce sentiment d'inquiétude qui a été très diffusé dans le marché et qui a amplifié on aurait pu y revenir, les problèmes. C'est qu'on ne comprend pas toujours les réglementations bancaires, même si elles sont uniques. C'est ça qui est curieux, c'est que l'Italie, l'Espagne, le Portugal ne sont pas la France ou l'Allemagne, et même la France et l'Allemagne sont différentes. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où l'union bancaire joue pour... C'est une réglementation européenne qui va régler, enfin c'est un organisme européen qui va régler tous les problèmes. On finit sur la bourse elle-même. Alors, le rebond de la bourse a été tiré par les pétrolières. C'est votre dernier graphique. Oui, c'est le dernier graphique. Mais peut-être dire une chose, c'est que dans le crédit, dans le high yield qu'on évoquait, il y a justement le sentiment que c'est toute cette crise pétrolière qui fait qu'il va y avoir énormément de défauts. Oui, il va y avoir beaucoup de restructuration bancaire, on va dire. Défauts dans l'industrie pétrolière, restructuration bancaire derrière. Alors, j'ai pris un chiffre parce que je pense que c'est quand même intéressant, le high yield, c'est-à-dire le haut rendement. Le haut rendement, ce qui est normalement non-investment grade, donc non investissable, sans risque. C'est en fait en 2015 aux États-Unis 45 défauts et finalement un taux de défaut qui est de 4,1%. En Europe, c'est 8 défauts et c'est 2,6%. On prévoit pour 2017, finalement, 5,5% aux États-Unis de défauts par rapport au 4,1 et en Europe, de 7 à 3 par rapport à 2,6. Donc on n'est pas dans des situations qui sont si dramatiques que ça, mais pourtant, les marchés ont réagi très violemment. Et c'est peut-être pour ça qu'en fait, la réaction du marché a été cette semaine... C'est la structure des portefeuilles. C'est que quand une valeur passe d'un rendement à un autre, les investisseurs sont obligés de la vendre. Ça paraît farfelu, c'est la fameuse histoire. Quand les soldes arrivent, les gens vendent au lieu d'acheter. Oui, pas seulement. C'est-à-dire que quand on a un secteur qui est en grande difficulté, on se dit que ça va déstabiliser l'activité bancaire et toutes les actions, elles, de ce secteur s'effondrent.
Oui, on y reviendra, mais de toute façon, le secteur des pétrolières et à yield est pas en grande difficulté. On sait qu'il va falloir restructurer et on sait qu'on a les acheteurs. Il faut savoir combien les banquiers vont payer. Et donc, c'est pour ça Mais qu'il on y a a, le 10 il y a même 10% de problème. rendement. Oui, mais on a le même problème aussi sur le secteur bancaire en Chine. Oui. Je dirais, Tout à fait. il est global, parce Mais que le secteur bancaire l'exposition... en Chine, c'est un pays dirigé, donc Oui, on n'a mais pas c'est le une même exposition le même quand sujet. même c'est- plus de 20% dans le secteur immobilier. Donc, Oui, et tout la ça... dette chinoise est privée et monstrueuse. Bon, voilà, Exactement. maintenant, Donc, après, du coup, comme il y a plus de... Il y a un ralentissement de la croissance, et donc, du coup, ça nous pénalise. Bon, Et- Mais- juste, on finit avec votre graphique rapidement, Paul. Le graphique, justement, sur la nature du rebond, puisqu'on avait Boursier. sorti... Voilà, Nous sommes revenus sur l'aspect boursier. Qu'est-ce qui avait énormément baissé? On l'avait vu le 5 février, c'est le trait qui indique ce 5 février, finalement. C'était les pétrolières et les financières. Les pétrolières sont en orange, les financières sont plutôt en bleu. Et on voit que depuis, ce qui est remonté, ce ne sont pas les bancaires, mais bien les pétrolières. C'est-à-dire que la peur qu'il y avait sur le secteur pétrolier d'aller dans le mur s'est évacuée un petit peu, alors que la conséquence de cette difficulté de business model dans le pétrole et dans l'énergie s'est transposée aux banques, qui elles-mêmes ont aujourd'hui suscitent une inquiétude quant à leur devenir et quant au devenir de leur... Mais de leur modèle, tout simplement de leur modèle. Voilà. Alors que les pétrolières, leur modèle, on le connaît. Il y a le prix du pétrole joue un rôle, mais on le connaît. Nous passons au tableau de bord. On a été un peu lent sur le début. On va le voir, ça bouge dans tous les sens cette semaine. Les indicateurs. Alors, les indicateurs, en fait, sont plutôt en train d'évoluer un peu mieux en termes de comportement de marché, mais sur le plan économique, macroéconomique, on voit très clairement que cela baisse. Et on a donc un rapprochement du sentiment économique et du momentum économique qui devient plus cohérent avec ce qu'on a pu vivre sur les comportements de marché. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en introduction. Alors justement, l'indicateur, c'est le momentum microéconomique, comme vous l'appelez. Oui, donc en fait, le momentum macroéconomique est en fait en train de se détériorer. Je pense que c'est important et c'est ce qui est traduit par les publications de chiffres, que ce soit par le CDE qui a ramené la croissance à 3% contre 3,3%, que ce soit... D'ailleurs très 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 optimiste, encore probablement, mais le CDE est un indicateur retardé de l'ensemble, on va dire. Et c'est certainement... aujourd'hui, on est dans une période où effectivement on est dans des révisions négatives. On révise à la baisse. Voilà. Ça, je crois que c'est la donnée importante. Après ça, restera à voir comment on va atterrir. Alors malgré ces feux qui vont dans tous les sens, nous restons dans le mode 3. Oui, un mode 3 qui est toujours assez... le chahut organisé... organisé, oui. Par le fait qu'on monte ou qu'on descend en termes de comportement, ce qui finit par impacter globalement l'économie, c'est de nature à ne pas nous améliorer vers un mode. Nous allons rentrer dans optimiste. la conclusion de ça, la performance. D'abord, la performance depuis le début de l'année, la performance de la semaine. Cette semaine, pas facile de... Non, on a bien souffert cette semaine. De gérer quand les marchés bougent aussi vite. Voilà, donc on a bien souffert cette semaine. Donc sur la semaine, on ne gagne que 5,17 par rapport au CAC. Ce qui est déjà pas si mal. Qui est 6,13. Et on a perdu de l'avance. On va voir la slide, voilà. Je pense. Voilà, et donc ce qui fait que depuis le début de l'année... On a perdu notre avance, on se caracole à l'indice. On s'est recalé, sachant quand même qu'on a on va le voir dans la slide suivante, qu'on est quand même moins exposé, puisque même au jour d'aujourd'hui, malgré le fait qu'on ait réinvesti, on a plus de 10% de liquidité. Oui, on a un peu plus de 10% de liquidité, on en avait 17 il y a une semaine. Donc de liquidité. Donc, et on a investi,
on avait pris un Lyxor banque et on est rentré dans un Lyxor CAC avant la Voilà, hausse. ce qu'on avait dit les semaines précédentes, on faisait beaucoup de liquidités, Oui. mais on se gardait une position tactique, Tactique, comme on disait, exactement. pour quand le couteau arrêtait de monter et qu'au contraire on bondissait sur le fond de la piscine, accompagner le mouvement, sachant que dans ces périodes qui sont forcément indicielles et assez brutales, c'est assez compliqué de faire le marché. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on ne l'a pas tout à fait fait. Donc on va peut-être regarder les répartitions et justement la performance sur la semaine. On va y arriver. Alors, sur la performance, oui, voilà. Voilà, sur on va le voir. Le voilà. Le portefeuille, donc on voit bien que ça a été là où on a perdu, nous, ça a été notamment bien sûr sur les financières. Donc on perd quand le bleu est supérieur donc, au rouge. Nous, les financières ont rapporté 1,14 à l'indice CAC 40. Sachant qu'on avait eu raison de ne pas être dans les financières, c'était ça qui faisait notre avance précédemment. Exactement, d'ailleurs on le verra tout à l'heure sur un graphique. Donc les défensives aussi ont bien remonté, notamment le secteur, je dirais, Sanofi et surtout les consommations cycliques dites défensives qui sont bien défendues. En revanche, on maintient, je dirais, là où on a des points importants, c'est dans le secteur des TMT. Du coup, ça nous a rapporté 1,47, mais par rapport à notre mois, n'est pas suffisant. Je dirais, il n'a pas délivré ce qu'on escomptait dans cette période-là. Et d'autre part, sur les semi-cycliques où nous sommes bien investis, elles n'ont pas fait grand-chose non plus. C'est les deux secteurs qui avaient bien résisté en fait, exactement. Depuis le début de l'année. Donc c'est un peu, on paye. C'est des secteurs qui sont à faible bêta. Donc du coup, elles sont pénalisées quand on a de grands mouvements. Justement, on va regarder la contribution par nature, qui était le graphe qu'on avait déjà aperçu précédemment, qui explique en fait cette performance. Oui, et on voit très bien, notamment depuis le début de l'année, la courbe bleue qui est la contribution cumulée des financières de l'indice CAC 40. Donc on voit bien jusqu'à, je dirais, mi-février, le fait de ne pas être du tout investi dans les financières nous a bien rapporté. Et le rebond a été violent sur les financières sur la dernière semaine. Donc du coup, ça nous a pénalisé et on voit tout le secteur qui nous a bien contribué à notre performance. Donc c'est tout le haut, donc notamment tout le secteur des TMT. Il monte moins sur la fin, c'est pas pour ça qu'il baisse. Exactement. Bon, nous allons passer à la gestion, qui est un peu la conclusion de cette affaire-là. Les arbitrages, parce que comme on le disait donc les semaines précédentes, on a abordé la semaine avec presque 18% de cash. Oui. Donc vous avez été actifs, nous avons été actifs. Voilà, comme le précisait la semaine précédente Monsieur Louis, donc on allait opter sur une stratégie tactique et non pas de faire du stop picking dans des secteurs. Donc et du coup, on a pas mal investi dans du Lyxor CAC parce qu'on a vu... Alors, Lyxor CAC, c'est donc de l'indice. C'est de l'indice. Tout bêtement, voilà. Ça évolue comme l'indice évolue. Exactement. Et puis on a suivi le mouvement sur les banques, mais qu'on a vite ressorti. Donc on a capté... Sur les banques, il y a eu un effet Crédit Agricole quand même. Il y a eu un peu général qui a rassuré, et puis après le Crédit Agricole qui a annoncé une restructuration. Et ça joue une simplification de sa structure capitalistique qui est particulièrement compliquée. Très compliquée au vu des investisseurs étrangers, mais je pense qu'il faut juste prendre un peu de recul encore sur le secteur bancaire. Et là-dessus, je pense que c'est surtout des rachats de short aussi sur ce secteur-là. Alors, arrêtons-nous sur ce qui n'a pas été tactique ou ce qui l'est moins, c'est Air France. Air France, oui. Donc on a rentré Air France, du coup, et c'est, comme je disais tout à l'heure, tout le secteur semi-cyclique qui est en train de reprendre du poil de la bête en ce moment, parce que ça a été des secteurs fortement pénalisés sur l'année 2015. Ils annoncent, on verra sur d'autres titres, donc des résultats moins bons, à l'inverse de Air France, qui est en train de se restructurer et on est en train de bénéficier de cette lourde... C'est la plus forte hausse depuis le début de l'année. Voilà, de cette lourde restructuration. Voilà, donc elle a annoncé un excellent T4. C'est une poursuite de sa réduction des coûts et sa bonne discipline financière. Et on se rend compte également que c'est la première fois que les comptes repassent au vert. Alors c'est une valeur pétrole quand même, une valeur qui bénéficie de la baisse du pétrole. Leur exposition Transavia, leur low cost. Le fameux low cost sur lequel il y a eu tant de grèves, etc. Exactement, mais qui prend de plus en plus de parts de marché. On voit quand même la fréquentation sur l'année 2015
des passagers a fortement augmenté. Donc on vit dans un monde où on bouge de plus en plus, où on voyage de plus en plus. Et notamment, Air France est en train de prendre un peu des parts de marché, notamment aux États-Unis, qui est un peu son point faible. Et je dirais, on est notamment... Alors, on a mis un pied dedans, c'est pas non plus... Non. C'est pas non plus monstrueux, hein, 0,6, 0,7%. 0,50 donc actuellement, et l'objectif, ça serait de monter à 1,50. Et après, il faut aller vite, hein. Comme on le dit souvent sur les compagnies aériennes, il y en a une par an qui fait faillite. Oui. Donc, Air France ne fera pas faillite, même si... en Suisse, c'est arrivé avec la compagnie nationale, avec la croix sur les ailes, et fait faillite. Mais Air France est très dépendante du hub d'Evry, d'Orly, de Roissy, je veux dire. Et donc, ça c'est un problème. Il y a aussi le fait qu'il y a de temps en temps des grèves et que ça peut énerver les investisseurs. Oui, mais ça a de moins en moins d'impact. Les grèves d'Air France ont de moins en moins d'impact. Ils savent le gérer. Oui. Donc, mais bon, il faut aller vite parce puis, que la parce compagnie que ça va dans va les deux continuer sens. à se désendetter, je dirais. Et puis, donc, ils ont ce problème du fret sur lequel ils ne sont pas archi non, compétitifs. c'est toujours le point négatif d'Air France, la rubrique, enfin l'activité cargo. Voilà. Bien. Alors, l'actualité des sociétés... donc, on peut peut-être s'intéresser d'abord aux banques. Hein, donc, ce qui s'est passé sur le Crédit Agricole. Oui, on peut s'interroger sur les banques. Le Crédit Agricole, cette semaine, gagne 14%, un truc comme ça. Hein, c'est pas mal. Oui, mais 16%. 16%, et je dirais qui a rassuré les investisseurs sur la solidité et sa rentabilité, donc sur sa structure cotée. Après, je dirais, notre problème sur le secteur bancaire, on a toujours, je dirais, des craintes sur ce secteur-là. On se rend compte qu'actuellement, d'une part, on a des taux, l'euro se stabilise et on rentre dans une politique de taux négatifs. Donc, quel va être notamment... Donc, comment je gagne de l'argent si je ne prête pas d'argent et que l'argent que je dépose à la banque me coûte, En fait, Hubert, la préoccupation que nous avons aujourd'hui, elle est à la fois liée à la micro et liée à la macro. On est rentré dans une situation où des banques vont devoir travailler avec un capital qui est bien plus important qu'avant, puisque des réglementations ont été mises en place pour sécuriser l'ensemble. Ils ont fait beaucoup de bêtises aussi. Tout à fait. Mais il faut donc prendre acte de cette réalité-là. Et puis, en fait, ce qui était des sources naturelles de rentabilité ne l'est plus de la même façon. Et on le voit aussi avec la montée du défaut. C'est pour ça que je l'évoquais au début. Et en fait, on se pose la question, est-ce qu'elles ont pris la mesure de la façon dont elles vont devoir faire leur métier dans les mois qui viennent? La question, c'est le modèle. Est-ce qu'il y a un modèle mondial? Est-ce qu'il y a un modèle national? C'est assez compliqué. On va vivre de toute manière. Je pense que les banques, si elles nous avaient annoncé qu'elles allaient réduire leurs dividendes, ça aurait été un message clair. Ce n'est pas du tout le cas. Et on a vu notamment il y a 10 jours avec le Deutsche Bank, notamment son PDG qui a fait la une du journal allemand en disant que tout allait bien. Et donc on n'oublie pas, on a un passé qui n'est pas très loin, seulement 7 ans, où on a vu notamment tous les CEO des banques qui annonçaient qu'ils n'étaient pas touchés par la crise des subprimes. Donc ça, le marché ne l'a pas oublié. Donc on a des doutes là-dessus. Et quand on rentre sur un taux de croissance plus faible que prévu, ce qui pourrait nuire aux bénéfices des banques. Donc du coup, le message n'est pas clair. Et d'autre part, on se rend compte que actuellement, la solidité de la reprise, notamment de la croissance économique au sein de l'OCDE et au sein des États-Unis, du FMI, donc on s'en inquiète. On ne sait pas ce que ça va délivrer. Il n'y a pas de levier. Et surtout, ce qu'on a vu depuis la baisse des taux de la Banque du Japon, on est passé en taux négatif, on n'a jamais vécu dans un monde de taux négatifs. On n'a pas vu ça depuis très longtemps. Alors, plein de résultats cette semaine. On va s'arrêter Orange, puisque c'est quand même un de nos grands paris. Oui, un gros poids a publié des résultats solides. Donc, on a vu qu'il y a un excédent brut d'exploitation supérieur de 2%. Et on a surtout Orange a une très bonne activité commerciale sur son marché domestique. Donc voilà, après, il y a toujours aussi les rumeurs entre Bouygues, Télécom et comme Orange. ils négocient, évidemment, il y a du vrai, du faux. Oui. Il y a un petit jeu de rôle. Ça c'est normal. Exactement. Mais on a des deux. Hein. On a les deux, on a rentré Bouygues, mais on a un tout petit peu de Bouygues, seulement 1%. Donc voilà, est-ce que accord ou pas accord? Il y a encore quelques incertitudes, mais je crois au deal. Alors sur la consommation, on a eu un Beiersdorf un peu bon, un Nestlé qui déçoit.
Alors il y a des questions monétaires, il y en a un qui est en euros et l'autre qui est en francs suisses, mais Nestlé est un peu déçu, et c'est quand même important parce que ça dicte un peu tout un secteur. Mais Nestlé, c'était une valeur très chère déjà. Oui, Donc, ça, et elle a enregistré sa plus faible croissance sur 6 ans. Et pour l'instant, on avait vu sur les précédents résultats qu'elle n'était pas impactée, notamment sur le ralentissement des pays, via le ralentissement des pays émergents. Ce qui n'est pas le cas notamment au 4e trimestre, et notamment la concurrence est intensifiée et Nestlé a dû baisser ses prix, notamment. Donc, du coup, baisse des prix, baisse de la rentabilité. Alors, toujours l'actualité, BIC, pour nous, c'est une tôle. Hein, c'est quasiment la seule contribution négative. Notre plus mauvaise performance de la semaine, 5%. Et je vais vous redire, c'est encore une valeur qui se paye cher, c'est une très belle société. Je pense que les investisseurs n'ont pas compris sur les résultats parce que les résultats sont bons. Oui. BIC, la partie rasoir, a fait de très belles performances. Dans la papeterie, BIC a notamment investi donc, dans la promotion du papier. Et BIC a surtout a pas mal investi dans la recherche et dans le développement. Et ce que le marché le pénalise. Voilà. Non, on a aussi vu un président de 70 ans disant « je redeviens directeur général et je vire mon directeur général de 56 ans s'en va ». Donc on ne comprend pas très bien. Voilà, l'instabilité managériale. Quand on a un groupe familial, contrôlé à 40% par une famille, certes nombreuse, mais par une famille, on imagine au contraire la grande stabilité. Donc on a été un peu secoué peut-être. Oui, on pensait malgré son âge, 72 ans, c'est pas vieux, on aurait espéré qu'il reste un peu plus dans le navire. Bon, ça dit, il y a un successeur désigné de la famille. La famille, oui. Bon, alors, EDF, à la fois réduction de coûts, discussion avec l'État pour l'amortissement. Oui, ils vont payer l'État en actions. Bon, donc, c'est bon, c'est mauvais. C'est aussi un de nos paris, quoi. Notre pari, c'est l'énergie nucléaire. On a l'impression que EDF serait en train de changer de cap et de politique. Et notamment en redistribuant des actions et non plus en s'endetter pour payer ses dividendes à l'État, le marché l'a salué. Alors très rapidement, un mot de Capgemini qui est là en revanche une belle performance cette semaine pour nous. Oui, Capgemini prévoit d'améliorer son taux de marge. Ça gagne 9%, ça a contribué au 0,2. Donc c'est des résultats quand même légèrement supérieurs et surtout ça a été tiré par l'Amérique du Nord où quand même c'est son premier marché. Voilà. Et puis ils ont annoncé un rachat d'actions sur plusieurs années. Alors on pourrait continuer. Un petit mot sur Nexans, qu'on en avait parlé les semaines précédentes, ça nous titillait, puis on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait, et puis du coup, elle se tient très bien. Elle se tient très bien. Et c'est une société qui annonce des pertes, qui continue à annoncer des pertes. Oui, mais avec un manager qui devient crédible plus que son prédécesseur, sans vouloir. Oui, tout à fait. Et Nexans qui ne propose toujours pas de dividendes, du coup, mais le discours est confiant et le marché aime ça. Le marché aime ça. Bien, on rebouche cette semaine. On a 8% grosso modo de cash. Je ne sais pas pour l'instant. Donc, sachant qu'on a une position dont on peut parler, on a toujours cette position en indice. Oui, on a toujours. On a 7%, quelque chose comme ça. En fait, les éléments macroéconomiques ne sont pas nécessairement favorables à voir le marché s'envoler là maintenant. On a eu une très très belle reprise. Il y a les éléments techniques. On a eu une très belle reprise, effectivement, cette semaine. Est-elle de nature à se poursuivre ou a-t-elle usé une partie de son potentiel immédiat ? C'est la question des flux qu'on a déjà abordée. Les taux sont très bas, donc effectivement, ça fait des flux vers les marchés. Mais en revanche, les hedge funds, les fonds d'arbitrage qui animent le marché sont probablement plutôt dans la liquidation que dans l'effet de levier. Je pense que c'est ça Et de notre point de vue aujourd'hui, on n'a pas envie de charger particulièrement au vu des informations dont on dispose, et donc on est plutôt sur une logique on voit quand même se retenir. Capgemini, Altran, etc. On voit de très belles perspectives. Là, pour le coup, des résultats qui sont bien accueillis dans ces secteurs qui sont liés aux services, à l'industrie. Il s'agit en fait, pour nous, de faire la différence entre le fait qu'il y a des entreprises qui sont remarquables et qui démontrent qu'il y a un avenir et c'est pas la fin du monde. Surtout après les semaines comme celle que nous avions vécues la semaine dernière.
pas cette semaine, mais la précédente. Et puis le fait qu'il y a quand même des remises en cause de business model et que tant qu'ils ne sont pas un peu accompagnés, peut-être qu'on a un peu de mal à repartir d'un seul coup tout de suite. Mais on pourra avoir de très bonnes nouvelles. Mais on a 3 thèmes, de toute manière, depuis le début de l'année. C'est les banques, le pétrole et les matières premières qui tirent vers le bas les bénéfices des sociétés. Et le gros problème actuellement, c'est les banques n'ont rien dit à ce sujet-là. Donc, voilà. Du coup, c'est ça qui perturbe les marchés. Elles n'ont rien dit pour leur rentabilité, elles n'ont rien dit pour leur activité. Voilà. Donc ça fait beaucoup, mais, tout en restant quand même assez sponsorisé par oui, les banques exactement, centrales. mais il faut se rendre compte que quand même, depuis 7 ans, on vit sous injection de liquidités, et depuis 7 ans, on a détruit des emplois. La croissance a diminué de 54% dans les pays matures, et surtout... Donc, et elle est en train de diminuer de plus que ça dans les autres pays. Exactement, donc on n'a pas... le quantitative easing n'a pas boosté la consommation, n'a pas boosté les investissements. Elle a sauvé les banques. Les banques se sont enrichies pendant ces années-là, sauf que maintenant, on avait sur cette période-là des taux d'intérêt, une inflation bien plus élevée dans la période 2008 à 2011, 2012. Donc pas de marge. Donc voilà, et que maintenant, elles perdent de l'argent en mettant leur compte auprès de la Banque centrale. Pas de marge, et ça explique pourquoi elles capitalisent en bourse moins que leurs fonds propres. C'est parce qu'on n'anticipe pas Exactement, mais comme vous dites, il y a de très belles sociétés, comme on a de très belles sociétés comme Thales, comme du Safran, et ça délivre. C'est pour ça que certainement... Et la consommation aux États-Unis et en Europe tient quand même, et même un peu au Japon. Oui. Mais en fait, c'est pour ça que finalement, nous avons revendu les trackers que nous avions achetés sur les banques, alors que nous avons gardé les trackers sur l'indice, qui sont plus pétroliers, on va dire. Plus larges et plus pétroliers, effectivement. Ce sera le mot de la fin. Merci Agnès, merci Paul, et rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Merci.